À Bourg-Dromel, alors que la célébration s'achève, le groupe s'apprête à passer la nuit chez Olivessa. C'est à ce moment précis qu'ils sont interceptés par Chandar. Mais l'homme n'est pas seul. À ses côtés se tient Alric, le mercenaire du Zentarim qui avait pris part à l'attaque d'Isteven. Contre toute attente, Alric désapprouve ouvertement les méthodes de son organisation. D'un geste sec, il remet une lettre au groupe avant de s'éclipser dans l'ombre. La note est signée de la main de Naerst, l'orateur de Targos. L'ultimatum est clair. Chandar doit être nommé à la tête de Bourg-Dromel. Pour donner du poids à ce chantage, 2 mèches de cheveux ont été glissées dans l'enveloppe. L'une blanche, l'autre blonde. En les découvrant, Noctis sent son sang se glacer. Une terrible angoisse le saisit. Son ami Isna et la jeune Prudence sont probablement aux mains de l'ennemi. Andromède entre dans une rage folle et veut exécuter Chandar sur le champ, mais le groupe parvient à garder la tête froide. Pour protéger les otages, ils élaborent un plan audacieux avec Olivessa. Faire un débat public, mais le placer sous l'effet d'un sortilège de vérité. Afin de parer aux représailles de Targos et demander des renforts, Andromède utilise sa magie pour envoyer un vautour messager à Duvessa Shane. Ensuite, le groupe va enfin se coucher. Le lendemain matin, Olivessa témoigne sa gratitude en offrant aux aventuriers la récompense promise, l'épée de feu de l'ancien orateur. Après de longues hésitations au sein du groupe, c'est finalement Noctis qui s'en saisit. Midi sonne. Le débat s'ouvre enfin dans le temple, placé sous la protection d'une zone de vérité lancée par le Firbolg. Très vite, Chandar tente de s'attirer les faveurs des villageois en leur promettant une alliance commerciale avec Targos. Mais Kael intervient. Il dénonce publiquement le Zentarim et apporte un soutien à Olivessa. Un va-et-vient de questions-réponses s'installe. Chandar, imperturbable, a répliqué à tout. Pour le groupe, la situation commence sérieusement à tourner au vinaigre. Soudain, le débat est perturbé par l'attaque de 4 faux barbareg. Chandar tente aussitôt de mettre en scène sa bravoure. C'était sans compter sur les porteurs de l'aube qui s'interposent et lui coupent net la trajectoire. Voyant son plan tomber à l'eau, Chandar adresse un signe de tête discret aux assaillants pour leur ordonner de fuir. Mais les fuyards sont rapidement rattrapés, puis assommés. De retour au temple, le débat reprend. Soumis au sort de vérité, les mercenaires avouent avoir été payés la veille pour orchestrer cette fausse attaque. Ils devaient répondre aux ordres de Chandar. Pris au piège de ses propres mensonges, trahi par le témoignage des bandits, Chandar perd la face devant les villageois. Il quitte le temple, non sans lancer une dernière menace au groupe. Si Olivessa a désormais toutes les cartes en main pour remporter l'élection, l'avenir de Chandar, lui, fracture les porteurs de l'aube. Un choix cornélien divise le groupe. D'un côté, Andromède et Degora veulent l'éliminer sur le champ pour protéger définitivement le village. De l'autre, Kael, Noctis et Dromund s'y opposent fermement. Pour eux, exécuter Chandar, c'est signer l'arrêt de mort des otages restés aux mains du Zentarim. Une fois le débat clos, les 3 bandits survivants sont recrutés comme miliciens pour protéger Olivessa et Bourg-Dromel. Le groupe s'accorde ensuite un peu de repos. En fin de journée, une sensation étrange s'empare de Casca et Degora. Ils ressentent un appel irrésistible, une impulsion qui provient du message métal, celui-là même qu'ils ont trouvé sur les Verbliques. Le métal pointe vers le sud-ouest, tandis que des visions de tentacules cauchemardesques assaillent leur esprit. Pendant ce temps, Kael et Dromund s'offrent une soirée bien arrosée. Cette nuit, un silence anormal, presque pesant, enveloppe le village. La mélodie d'Oril a cessé. Dans le ciel noir, les aurores boréales ont perdu leur éclat, devenues ternes. Le lendemain, malgré un ciel lourd de nuages noirs, les aventuriers progressent vers le sud-ouest, guidés par la rumeur de l'étrange château de glace. En chemin, un détail les inquiète. La faune locale semble fuir en masse, terrifiée par une présence maléfique. Ils atteignent la brèche de Dougan. Le village semble désert, plongé dans un silence de mort. Ici, les habitants se sont volatilisés en plein repas, sans laisser la moindre trace de lutte. En fouillant les lieux, Degora découvre des empreintes non humaines, tandis que Noctis détecte les résidus d'une puissante magie d'animation. C'est alors qu'au loin, se dressant comme la source de cette noirceur, le monumental château de glace se révèle enfin. Les aventuriers pénètrent dans la forteresse sous les yeux des sentinelles d'acier. À peine ont-ils franchi le seuil que le piège se referme. 8 armures s'animent d'un coup et les encerclent. Le combat est rude, les coups de métal résonnent, mais le groupe comprend rapidement le poids faible de leur adversaire. Ces armures partagent toute la même énergie vitale. En concentrant leur effort, les aventuriers viennent à bout de leur adversaire. Les monstres de ferraille s'effondrent collectivement. En s'enfonçant plus loin dans le château, ils découvrent une prison. Derrière les barreaux se trouve Edgra, l'oratrice de la brèche de Dougan. Mais elle n'est pas seule. À ses côtés gémissent des lémures. Le groupe comprend rapidement que les villageois disparus ont été transformés en créatures infernales. Face aux cellules, ils trouvent de sinistres instruments de torture et un immense cristal de glace noire actif, vibrant d'énergie magique. Faute de pouvoir briser immédiatement les verrous de la cellule, le groupe promet à Edgra qu'ils reviendront la libérer. Les aventuriers se dirigent ensuite vers l'étage supérieur. Mais durant l'ascension, Andromède disparaît.
Le tabaxi reprend conscience dans une autre dimension, face au seigneur infernal en personne, Lévistius. Masquant sa terreur, le félin tente de désamorcer la situation par une touche d'humour, mais c'est peine perdue. Le diable lit en lui comme dans un livre ouvert. Manipulant avec sadisme son besoin viscéral d'amour et d'acceptation, Lévistius fait apparaître des illusions des porteurs de l'aube, avant de poser sa main glaciale sur le visage d'Andromède. L'espace d'un instant, la magie diabolique altère ses traits. Ses pattes et sa fourrure s'effacent pour révéler sa nature d'origine. Andromède n'est pas né tabaxi, mais demi-elfe. Bouleversé, il écoute l'offre de Lévistius. Le seigneur des enfers, lui-même prisonnier d'Asmodée, lui propose un pacte. S'il l'aide à s'évader, il lui rendra définitivement sa forme humaine. Pour achever de le briser, Lévistius murmure que ses nouveaux compagnons l'abandonneront à la première occasion comme tous les autres, contrairement à lui. Submergé par une violente crise de panique, Andromède est brutalement envoyé au milieu des siens. Il réapparaît, haletant, le regard perdu. En glissant une main tremblante dans sa poche, il découvre le contrat du diable, tandis que la voix de Lévistius résonne une dernière fois dans son esprit, le laissant seul face à un dilemme déchirant. Inquiet, Noctis le questionne, mais Andromède est trop terrifié pour aligner deux mots. Les porteurs de l'aube n'ont d'ailleurs pas le temps de s'attarder sur son état. En atteignant le sommet des marches, leur progression est stoppée net. Face à eux se dressent un Ashibai et deux Méphites. Les créatures ricanent, se réjouissent déjà d'accueillir un nouveau disciple pour leur maître Lévistius. Les monstres leur apprennent ensuite que ce château de glace a été érigé par Davrik Fane, l'adorateur d'Oril et évadé de Brenchender. Noctis parvient à négocier le passage. En continuant leur route, le groupe découvre que d'autres villageois sont ici, emprisonnés dans des blocs de glace noire. Plus haut sur le chemin, deux diables barbus leur parent la route. L'affrontement éclate. Kael fait fuir le premier diable, tandis que le reste du groupe unit ses forces pour abattre le second. Cependant, terrassé par la panique et la paranoïa, Andromède craque. Ignorant les tentatives de Noctis pour la peser, le tabaxi se retourne contre les siens et les accuse de lui mentir depuis le début. Il faut toute la bienveillance et la voix posée de Kael pour le calmer et le ramener enfin à la raison. Les aventuriers reprennent leur ascension et atteignent enfin le sommet. Face à eux se dresse Davrik Fane. Son bras n'a plus rien d'humain. Il a muté en une monstrueuse excroissance de glace. Se prétendant béni par Oril, le fanatique s'emporte face aux provocations de Noctis. D'un geste sec, il déchaîne sa magie. De la glace apparaît au sol et emprisonne instantanément les jambes des aventuriers. Immobilisés, pris au piège, ils ne peuvent que regarder Davrik savourer sa supériorité. Tentant le tout pour le tout, Noctis rassemble ses forces et agrippe le fanatique. Soudain, un flash aveuglant déchire l'espace. Le décor bascule. Le château de glace a disparu. Le groupe se retrouve projeté devant une rivière de rouge bouillonnante. Face à eux, Davrik les accueille d'un sourire dément dans ce qu'il présente comme le domaine sacré de sa déesse.